Merci d'être venu pour cette première conférence de l'année 2024. Et pour presque la première fois, ce sera une conférence en duo. Donc cette fois-ci, nous avons invité pour cette conférence deux ingénieurs de recherche de l'Observatoire qui travaillent dans un des départements de l'Observatoire qui s'appelle le Laboratoire de biodiversité et de biotechnologie microbienne. Oui, on attend un petit peu que ça se calme. Donc, Emily Noël, comme je vous le disais, et Maëva Giraudot sont toutes les deux ingénieures de recherche. Emily Noël est ingénieure de recherche au CNRS. Elle est au conservatoire depuis 2022, n'est-ce pas? Après 18 ans passés en Guyane, si j'ai bien compris. Voilà. Et Maëva, elle, est ingénieure de recherche pour Sorbonne Université. Et elle était impliquée dans le ministère de l'Environnement au gouvernement du Canada. Donc, vous avez des expériences importantes et intéressantes à l'étranger elles sont venues enrichir les nôtres ici. Je vais donc leur laisser la place pour nous parler de ces crèmes solaires et autres produits voilà, qui se retrouvent en mer un jour. Oh. Donc dites-nous les dangers donc, d'avoir ces crèmes dans l'eau. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être là en si grand nombre. On ne pensait pas avoir un si grand auditoire. On est ravis. Donc, on nous a très bien introduit, donc je vais passer rapidement sur qui nous sommes. Donc, juste pour vous dire qu'Emeline est plutôt spécialisée en chimie et moi en écotoxicologie, donc sur l'étude des effets toxiques des contaminants. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler un peu des crèmes solaires. On va regarder ensemble si on peut un peu décrypter ces étiquettes pour un peu mieux comprendre de quoi il s'agit et comment protéger. Comment protéger la vie marine face à l'effet potentiel de ces crèmes solaires. Ouais. Donc avant de partir dans le vif du sujet, on voulait faire un petit tour en fait de l'état des lieux pour voir un peu ensemble quelques définitions et un peu voir quelles sont les problématiques principales qui concernent ces crèmes. Donc on va commencer par quelques chiffres. Alors, ah oui, attends, c'est pas d'accord. Donc on peut estimer qu'environ 25 000 tonnes de crème solaire se déposent chaque année dans les eaux de baignade. Donc ça, qu'est-ce que ça représente? Ça représente environ 48 litres de crème solaire qui sont déversés à chaque minute à l'échelle du globe. Donc c'est quand même une pollution qu'on peut comprendre qui est quand même considérable. Si on réduit un peu l'échelle, on se place sur une échelle un peu plus petite, on va prendre une plage à Marseille, une plage moyenne, avec environ 3000 personnes par jour qui viennent se baigner en été. Il a été calculé dans une étude que ça représentait 52 kg de crème par jour qui étaient déversés dans les eaux de baignade juste sur cette petite plage à Marseille. Alors il faut savoir que dans les crèmes solaires, il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a notamment ce qu'on appelle des filtres UV qui sont là pour nous protéger contre les rayonnements du soleil. C'est ce dont on va vous parler principalement aujourd'hui. Et donc ces ingrédients qui sont dans les crèmes solaires, dont les filtres UV, environ 25% d'entre eux vont se libérer, se dissoudre dans l'eau au bout seulement de 20 minutes. Donc ça veut dire qu'ici, nous, quand on reprend notre exemple de Marseille, avec nos 52 kg de crème par jour qui atterrissent dans l'eau, ça représente environ 16 kg de filtres UV qui atterrissent dans l'écosystème marin. Donc là, on est vraiment devant une contamination qui est quand même considérable. Alors on pourrait se demander, tiens, si c'est à ce point-là important, pourquoi on n'en entend pas parler plus que ça dans les journaux? Le problème de la pollution avec les filtres UV, c'est le même problème qu'on va rencontrer sur des pollutions avec des substances chimiques, c'est que c'est une pollution invisible. Alors pourquoi ça pose un problème? Je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre tout de suite mon point de vue. Si je vous parle de pollution microplastique, tout de suite vous avez des images qui vous viennent en tête. On voit la tortue marine avec une paille dans le nez, on voit les sachets plastiques qui flottent sur la surface de l'océan, etc. Donc c'est une pollution visible, c'est une pollution tangible, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on comprend mieux. Et donc tout ce qu'on voit, on a plus tendance à être sensibilisé et à vouloir s'en occuper. Ce qu'on ne voit pas, on s'y intéresse moins en tout cas. Et donc c'est que très récemment qu'on commence à peine à entendre parler des pollutions, en tout cas des effets des pollutions des filtres UV dans la presse généraliste. Et on commence même à avoir certaines entreprises dermo-cosmétiques qui commencent à prendre en considération ces effets sur l'environnement pour la formulation de leurs produits. Mais on n'en est encore qu'au début. C'est vraiment juste le début de la prise de conscience. Et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour mieux comprendre cette pollution. Donc avant de mieux comprendre comment fonctionne cette pollution en filtre UV, il y a quelques notions qu'il va falloir qu'on voit ensemble et qui sont importantes à connaître.
notamment la notion de l'explosome. Alors, c'est un mot assez récent qui a été inventé dans les années 2000-2005, qui au départ est né d'une nécessité qu'on avait de vouloir caractériser toutes les expositions potentielles qu'un organisme, donc nous ou bien les organismes marins, peu importe, les expositions auxquelles ces organismes vont subir tout le long de leur vie, de leur naissance jusqu'à leur mort. Alors, ça inclut des expositions chimiques, dont on va parler aujourd'hui, ça peut être aussi des expositions physiques, des rayons UV par exemple, ou du bruit, ça peut être des expositions biologiques avec des micro-organismes pathogènes. Et donc nous, aujourd'hui, on va surtout parler de l'exposome chimique, c'est-à-dire de l'ensemble des substances chimiques qui peuvent affecter un organisme. Alors, cet exposome chimique, ces substances, elles peuvent provenir de plein d'origines différentes, notamment des origines anthropiques, donc des substances qui sont créées par l'homme, mais on peut avoir également des substances naturelles. On pense notamment aux toxines de microalgues toxiques qui peuvent avoir un effet sur les organismes et donc faire partie de cet exposome chimique. Et donc toutes ces substances-là peuvent provenir de multiples sources, donc notamment l'alimentation en ce qui nous concerne, les médicaments ou encore donc les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Et dans cet exposome chimique, il y a également une notion très importante qui sont les produits de transformation. Alors je ne vais pas en parler en détail tout de suite, Emeline y reviendra plus tard, mais il faut savoir que des substances chimiques, quand elles entrent en organisme, souvent elles sont transformées dans des dérivés qui, eux, peuvent avoir plus ou moins d'effet sur l'organisme en tant que tel. Alors cette notion d'exposome chimique, elle est importante parce que pour mieux le comprendre, il faut qu'on soit capable de le caractériser et de le quantifier. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de savoir quelles sont les substances chimiques qu'on va retrouver et combien il y en a. Donc cette notion d'exposome chimique, au départ, elle a été inventée dans un contexte, on va dire, épidémiologique, pour tout ce qui est santé humaine, mais elle peut être largement étendue au domaine de l'environnement, et donc là, dans ces cas-là, on va parler d'éco-exposome. Et donc si on parle d'environnement marin, on parlera donc d'éco-exposome marin. Alors cet éco-exposome marin, il va concerner tous les facteurs environnementaux qui vont affecter la santé des organismes marins. Donc encore une fois, ça peut être des contaminants chimiques, les rayonnements UV, là on peut avoir également l'augmentation de la température de l'eau, ce genre d'exposition. Alors avant de rentrer, nous c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais donc avant de rentrer dans le détail de cet éco-exposome chimique marin, il faut savoir que quand on parle de contaminants chimiques, on distingue deux grandes classes en fait de contaminants. D'un côté, on a ce qu'on appelle les contaminants historiques, c'est-à-dire des contaminants qui sont là, dans l'environnement, on le sait, on les connaît, on sait les mesurer, on connaît leur effet et ils sont réglementés. Alors par exemple, dans ces contaminants historiques, on pense au plomb, au mercure, au DDT, ce genre de choses. Et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle des contaminants ou polluants d'intérêt émergent. Donc par exemple, des pesticides, des retardateurs de flammes, des produits d'hygiène corporelle ou encore les contaminants dont on entend beaucoup parler en ce moment, ces polluants éternels, donc les PFAS, ce qui se retrouve dans le téflon, ce genre de choses. Alors, comment on peut définir ces polluants d'intérêt émergent? De plusieurs façons. Ça peut être soit des substances qui n'étaient pas là avant, qu'on commence à peine à détecter, ça peut être qualifié comme une substance d'intérêt émergent. Ça peut être également des contaminants qui étaient déjà là, mais dont on ne connaissait pas l'effet encore, on ne l'avait pas encore caractérisé sur l'environnement et sur la santé humaine. Ou encore, ça peut être des substances qui étaient là depuis un moment, dont on connaît les effets, mais pour lesquels il n'existe pour l'instant pas de réglementation. Donc tout ça peut définir ce qu'est un polluant d'intérêt émergent. Donc pour bien vous illustrer ces deux concepts, de polluants historiques et émergents, on vous a préparé deux exemples. Donc ici à gauche, vous avez le tributylétain. Tributylétain, je ne sais pas si ça parle à quelques d'entre vous, mais c'était une substance qui a été mise sur le marché dans les années 60. Au départ, c'est un biocide, donc ça tue des organismes vivants, c'était pour nettoyer toutes les coques des bateaux. On appliquait ça en masse sur les coques des bateaux pour tuer en fait tous les organismes qui viendraient se coller. Malheureusement, on s'est rendu compte que cette substance marchait bien, même un peu trop bien, parce qu'elle n'était pas toxique que pour ces petites bestioles-là, mais pour pas mal d'autres organismes marins, et notamment avec un très fort potentiel de perturbation endocrinienne. On s'est rendu compte que cette substance était capable carrément de changer le sexe de certains invertébrés marins. Donc, conséquence, dans les années 2000, le tributylétain a été complètement interdit. Donc là, on a une vraie réglementation sur une substance, donc on est devant un cas typique de polluant historique, on dit historique, c'est-à-dire une substance qu'on sait détecter, dont on connaît les effets et qui est réglementée. Et là, vous avez en haut, on vous a mis un graphique juste pour illustrer, c'est le nombre de publications scientifiques par an entre 1999 et 2022 sur le tributylétain et ses effets.
Et vous voyez que ce nombre diminue légèrement, puisque, justement, vu que la substance est réglementée, on a moins d'intérêt à l'étudier. Et ici, un exemple de polluant d'intérêt émergent. Donc on ne l'a pas choisi au hasard, hein. On a pris l'octocrylène, puisque c'est un des filtres UV qui peut rentrer dans la composition des crèmes solaires, et on va beaucoup vous en parler aujourd'hui. Donc cet octocrylène, lui, il a été mis sur le marché dans les années 70 environ. Au début, on ne s'est pas trop intéressé, on ne s'est pas trop préoccupé en tout cas de son effet potentiel sur l'environnement. On était juste content d'avoir une substance qui peut nous protéger contre les effets néfastes des rayons du soleil. Mais dans les années 2000, on a commencé à s'y intéresser et on s'est rendu compte que cette substance n'était pas sans effet sur l'environnement, et notamment l'environnement marin. Et donc là, on vous a mis le même genre de graphique, donc le nombre de publications scientifiques qui sont sorties par an depuis 1998 sur l'octocrylène et ses effets, et vous voyez que ce nombre augmente de manière exponentielle. Donc là, on a vraiment l'exemple type de ce qu'on appelle un polluant d'intérêt émergent, c'est-à-dire une substance qui n'était pas là avant les années 70, dont on commence à caractériser les effets, mais pour l'instant, il n'y a aucune réglementation sur ces substances-là. Donc en termes de réglementation, on en parlera un peu plus tard. Mais là, j'aimerais qu'on fasse donc un peu plus de détails sur ces filtres UV et comment ils atterrissent dans l'environnement. Alors on ne va pas se mentir, c'est l'être humain qui est le vecteur principal de la contamination des filtres UV dans l'environnement. On peut contaminer, nous, notre propre environnement de plusieurs manières, soit de manière directe, assez simple, on s'applique de la crème solaire, on va se baigner. On a vu au début de la présentation qu'en même pas 20 minutes, les contaminants, les substances qui sont dans les filtres, dans les crèmes solaires peuvent se diluer dans l'eau. Donc ça, c'est la première manière de contaminer nos environnements marins. Deuxième manière, de la même façon, on s'applique de la crème solaire, on en met un peu sur le sable, la pluie vient lessiver tout ça et amène ces filtres UV dans les écosystèmes marins. Et enfin, dernière façon, on rentre à la maison, on prend la douche, et donc tous les résidus qu'on a sur notre peau finissent à l'égout et donc, in fine, dans l'environnement marin. Donc là, on peut se poser légitimement la question, mais alors une fois qu'ils y sont, on a vu les quantités au début, les quantités colossales de filtres UV qui finissent dans l'eau, quels sont ces effets? Alors aujourd'hui, on a quand même pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet, et il y a beaucoup d'effets sur les organismes marins qui ont été mis en évidence. Alors je vous parle juste de quelques petits exemples. Par exemple, il a été démontré que certains filtres UV étaient capables d'empêcher la croissance des algues et d'inhiber leur photosynthèse. Sur des oursins de Méditerranée et ailleurs, il a été montré que certains filtres UV, encore une fois, étaient capables d'affecter leur système immunitaire et d'affecter leur capacité de reproduction. Ça, on y reviendra d'ailleurs en fin de présentation. Et enfin, il y a un effet, je pense, un des plus marquants et celui dont on parle le plus aujourd'hui, c'est l'effet potentiel de certains filtres UV sur les coraux. Et ça, nous, en tout cas, c'est un effet qu'on étudie beaucoup au laboratoire, et donc aujourd'hui, on va vous présenter un peu des résultats de ces travaux-là. Donc en tant que scientifique, quand on voit tous ces effets-là, on peut, nous, se poser certaines questions. Les premières questions qu'on va se poser, c'est est-ce que ces filtres sont capables de s'accumuler dans les tissus des organismes? S'ils s'y accumulent, est-ce qu'ils sont capables d'être biodégradés? Peut-être que l'organisme est tout à fait capable de les éliminer. Ou est-ce que ces filtres UV, une fois qu'ils vont pénétrer dans le corail ou dans le poisson, ils vont se biotransformer? Donc, c'est ce que je vous disais au début, créer ces dérivés qui, eux, peuvent avoir plus ou moins d'impact sur l'organisme. Alors, pourquoi c'est important de connaître ces effets-là? Il faut quand même se rappeler du contexte particulier de la France et des écosystèmes marins. Nous sommes quand même le 4e pays au monde en termes de surface de récifs coralliens. Ça représente plus de 5000 km de récifs. Donc évidemment, ces récifs sont principalement concentrés dans les territoires d'outre-mer, mais ça veut dire que nous, en France, en tout cas, on a tous un rôle à jouer pour protéger ces récifs coralliens. Pour tout ce qui est d'un environnement qui nous touche, on va dire, de plus près, en Méditerranée, on a également la chance d'avoir de larges surfaces d'herbiers de Posidonie. Et ces herbiers sont des maillons essentiels à la survie de nos écosystèmes méditerranéens. Donc nous tous, en France, nous avons tous un rôle très important à jouer dans la protection des écosystèmes marins. Quand je dis nous, je parle de nous les scientifiques, mais du grand public également, des régulateurs, de tout le monde. Et donc pour protéger ces écosystèmes marins, ça passe par la meilleure compréhension des menaces qu'ils peuvent subir. Et donc je vais laisser la parole à Lynn qui va vous en dire un peu plus sur l'impact des filtres UV et de leurs dérivés sur le corail. Merci Maëva. Donc je vais pouvoir maintenant vous présenter, maintenant que tout ce contexte est posé, quelques résultats de travaux qui ont été menés au laboratoire, donc à l'observatoire de Banyuls, sur l'impact des filtres UV et de leurs dérivés sur le corail. Donc ces études ne sont pas effectuées isolément ici, juste
en dehors de tout contexte. Ça s'intègre vraiment dans un contexte de recherche mondiale qui se développe de plus en plus ces dernières années. Une des premières publications qui est un peu fondatrice de ces études-là, c'était en 2008. C'est une équipe italienne qui avait travaillé justement sur l'impact des filtres solaires, des crèmes solaires, et en particulier en lien avec le blanchissement des coraux. Et c'est vraiment cette publication, cette étude qui a donné un peu le coup d'envoi et qui a mis en évidence qu'il y avait vraiment un problème à étudier de façon urgente pour essayer de contrer le déclin des récifs coralliens. Un deuxième papier que je vais vous mettre en évidence ici, un deuxième article, date de 2016. C'est une équipe à Hawaï, l'équipe de Craig Dance, dont on va reparler par la suite, qui a travaillé encore une fois sur un filtre qui s'appelle l'oxybenzone. Vous allez pouvoir revenir au cours de la présentation, sur des larves de corail et des cellules, et qui a montré l'impact de la contamination à Hawaï et aux îles Vierges américaines. Et en fait, les travaux de cette équipe, Maëva vous en reparlera dans la suite de la présentation, ont permis vraiment de faire bouger les législations dans ces États. Et donc c'est aussi pour montrer que c'est important justement de contribuer à cette recherche, parce que accroître les connaissances permet vraiment de faire bouger les lignes et d'essayer d'améliorer les choses autant que possible. Et vous voyez ici d'autres exemples de communication. Tout à l'heure Maëva vous montrait des informations plutôt tournées vers le grand public, mais au niveau de la communauté scientifique, il y a aussi beaucoup d'échanges et une grande vivacité sur ce sujet. Donc, une petite précision avant de commencer. D'abord, qu'est-ce qu'un filtre UV? Quelques rappels. Donc, la lumière du soleil, elle se décompose en plusieurs longueurs d'onde. La lumière visible, elle se situe entre 400 et 700 nanomètres. On a des longueurs d'onde plus élevées qui sont moins énergétiques, c'est toute la partie infrarouge. Et puis la partie qui nous intéresse aujourd'hui, cette partie ultraviolette, ce sont les longueurs d'onde les plus courtes et donc les plus énergétiques. Et quand on s'expose au soleil, ce sont celles-ci qui vont poser problème. Les UVC, normalement, sont filtrés par la couche d'ozone quand elle est en bon état, qu'elle fait bien son travail, on n'est pas concerné par ces UVC. Par contre, il reste les UVB et les UVA, qui ont des propriétés différentes. Les UVB vont s'arrêter au niveau des couches supérieures de l'épiderme, mais les UVA vont pouvoir aller jusqu'aux couches plus profondes du derme et donc causer des dommages plus sérieux, plus durables. Et donc, ces dommages causés par les UV quand on s'expose au soleil, vous les connaissez tous, hein, ça va du simple coup de soleil au cancer de la peau. Donc, pour se protéger de ces effets néfastes du soleil, parce que l'idée de notre présentation, c'est pas de vous dire qu'il faut arrêter tout usage des filtres solaires, il y a quand même un vrai problème de santé à prendre en compte, et l'idée c'est plutôt de voir comment on préserve à la fois notre santé et à la fois celle de l'environnement. Pour se protéger donc de ces rayons solaires, il y a deux catégories de filtres. Ceux qu'on appelle des filtres minéraux, qui sont, d'après les filtres autorisés par la réglementation européenne à base d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane, et qui, eux, vont avoir un effet mécanique, en fait, puisqu'ils réfléchissent les UV en faisant un effet barrière quand ils sont appliqués sur la peau. Puis la deuxième catégorie, ce sont les filtres organiques. Alors, on entend souvent filtres chimiques, mais les filtres minéraux sont des filtres chimiques aussi, donc on va rester sur ce terme un peu plus précis de organique. Et ce sont des molécules qui ont une structure particulière qui va leur permettre de réagir avec les rayons UV et en fait de les absorber à la place de la peau. Donc on a vraiment une barrière chimique cette fois-ci par des mécanismes de protection. Et donc ici, deux exemples de ces filtres organiques, l'avobenzone, donc VM, et l'octocrylène. Alors le schéma ici représente l'absorbance de ces deux filtres. Donc la courbe bleue, c'est l'avobenzone. Le maximum de cette courbe bleue représente le maximum d'absorption de l'avobenzone, donc le maximum de protection pour la peau, et ça se situe à peu près à 380 nanomètres. On est dans le domaine des UVA, donc l'avobenzone va protéger la peau contre l'exposition aux UVA. Pour l'octocrylène, le maximum, il se situe plutôt autour de 310-320 nanomètres. On est dans le domaine des UVB. Et donc l'octocrylène va permettre de protéger la peau contre l'exposition aux UVB. Comme par chance, l'absorbance c'est une valeur additive, quand vous additionnez les deux filtres dans une crème solaire, vous obtenez la courbe en pointillé, et donc en fait on a une protection contre l'ensemble UVA plus UVB. Donc tout le jeu des formulateurs, c'est de trouver la bonne combinaison de filtres pour avoir une protection maximale contre le rayonnement solaire. Et vous le verrez après dans la partie sur les étiquettes. Parfois, il y a même plus que deux filtres, puisque l'objectif, c'est vraiment ça, de protéger au maximum l'utilisateur.
Quelques autres petites structures ici, voilà, pour vous montrer quelques autres exemples, et surtout vous mettre en avant ces filtres en rouge, l'oxybenzone, l'octinoxate, l'oxocrylène, les 3 O. Vous allez les revoir par la suite de la présentation, on va en parler pas mal. Deuxième point, puisqu'on travaille sur l'exposition des coraux aux filtres solaires, qu'est-ce que le corail? Donc, le corail, c'est un animal qui sécrète un squelette calcaire, un animal marin, mais c'est aussi ce qu'on appelle un holobionte. Et l'holobionte, c'est un concept qui se développe de plus en plus ces dernières années, dans les études en biologie notamment, parce qu'il permet d'avoir une vision beaucoup plus complète, beaucoup plus intégrée des organismes. Parce que le corail, cet animal marin, en fait, il ne vit pas tout seul. Il vit en symbiose avec des microalgues, les zooxanthelles, et puis il vit également en symbiose avec tout un microbiome qui comporte des champignons, des bactéries, des virus. Et c'est l'ensemble animal plus microalgues plus microbiome qui constitue cet holobionte corail. Et c'est l'ensemble des interactions et des équilibres entre ces 3 composantes qui permet à l'animal de se maintenir et de prospérer dans son milieu de vie. Et par exemple, l'animal en lui-même n'a pas de capacité photosynthétique, mais les microalgues qui vivent en symbiose avec l'animal corail, elles ont cette capacité photosynthétique, et en fait, elles vont permettre au corail de récupérer des apports en carbone via la photosynthèse. Donc ces microalgues vont par exemple contribuer très fortement à l'apport en carbone, à la croissance, etc. Donc c'est vraiment important que l'équilibre entre ces 3 composantes se maintienne pour que le corail soit en bonne santé. Et donc, si on étudie finalement une seule réponse, comme ce qui était fait au tout début des études, et qu'on étudie seulement le blanchissement, ben en fait, on a une approche qui est finalement un petit peu réductrice. Parce que d'une part, le corail peut se remettre d'un épisode de blanchissement, s'ils sont relativement brefs, relativement ponctuels, c'est quelque chose qui n'est pas irréversible. Le problème, c'est que plus ils sont longs et plus ils sont répétés, moins c'est réversible. Et que par ailleurs, en étudiant le blanchissement, on a seulement la réponse de la microalgue. Donc, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de l'animal, de l'hôte animal en lui-même. Donc, l'intérêt, c'est d'essayer de développer un peu des approches originales qui permettent d'avoir une vision plus globale. Et la métabolomique, donc, qui est une approche en chimie, dont je vais vous parler juste après, c'est une des techniques qui permet d'avoir une réponse plus globale et d'étudier vraiment l'holobionte dans son ensemble. Et donc, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand le corail est exposé au filtre solaire. Donc la métabolomique, qu'est-ce que c'est? C'est donc une discipline de la chimie, mais qui s'intègre dans cette grande famille des omiques, donc qui va de la génomique, l'étude au niveau des gènes, de ce qui peut arriver, à la transcriptomique, ce qui semble se produire, la protéomique, qui va expliquer qu'est-ce qui peut se produire au niveau des protéines, et puis avec la métabolomique, on a une photo à un temps T, avec ces petites molécules de ce qui s'est passé au niveau de l'organisme. Donc, au final, pour avoir une définition simple, la métabolomique, c'est l'étude à grande échelle de petites molécules, donc on appelle des métabolites, leur ensemble forme le métabolome. Et pour étudier ce métabolome, on dispose au laboratoire, grâce à la plateforme Biodomar, d'un bel équipement qui est une chromatographie liquide couplée à de la spectrométrie de masse à haute résolution. Et ça fait un peu les experts, qui permet d'obtenir des choses comme ça, c'est des profils chimiques. Si je simplifie, à chaque pic, on va avoir une molécule, en fait on en a un peu plus. Et comparer ces profils chimiques, les analyser, essayer de trouver l'identité des molécules, va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corail. Donc, pour arriver aux études en elles-mêmes, qui ont été menées donc par les collègues d'LBBR, en lien avec Biodomar et puis avec le soutien fondamental du service d'aquariologie sans lequel nous n'aurions pas accès à ces coraux. Donc là, c'est des études qui ont été menées sur un corail tropical qui s'appelle Poecilopora damicornis, qui est élevé ici à l'aquarium, qui est maintenu pour les plus anciennes colonies depuis une quinzaine d'années presque. Et donc, ces coraux, on en récupère pour les études en métabolomique des boutures, des petits morceaux, comme vous voyez ici, qui sont placés dans des récipients en verre qui contiennent de l'eau de mer reconstituée et puis du filtre solaire. Et donc la bouture de corail, elle trempe comme ça dans sa solution de filtre solaire pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, on la récupère,
on la place au contact avec des solvants organiques pour récupérer toute la matière organique. Et c'est cet extrait qu'on va analyser donc en chromatographie et spectrométrie de masse. Et donc le premier travail dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'était publié en 2019 et c'était l'étude la première étude par métabolomique de l'effet de l'octocrylène dont Maëva vous parlait tout à l'heure sur ce corail. Alors, je vais vous guider à travers les résultats, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on voit ici, ce sont les variations du métabolome en fonction de différentes concentrations d'exposition. Donc, la plus basse, c'est 5 microgrammes par litre. Pour vous mettre un peu une échelle, c'est une concentration d'ordre environnemental. Là, c'est la concentration la plus élevée, 50. On continue à augmenter, 300. On continue à augmenter, 1000. Et ces diagrammes, ça s'appelle des volcanoplotes, parce que c'est un peu comme si on avait un volcan qui expulsait une lave de molécules vers le haut du diagramme. Et ce qu'on trouve du côté rouge, ce sont les molécules dont la concentration augmente dans le corail quand il est soumis à ce stress en présence de filtres solaires. Déjà, on voit qu'effectivement, on a des molécules qui augmentent, dont la concentration augmente quand le corail est soumis à l'exposition aux filtres solaires. Donc il se passe quelque chose, le corail réagit. Et il réagit dès la plus faible concentration, à 5 microgrammes par litre. Ces molécules-là, on va dire que c'est le groupe 1, vous voyez ici. Elles sont présentes dès la plus basse concentration. Et puis on a ici un autre groupe de points, donc de molécules, qui se déplacent de plus en plus dans la boîte rouge, donc qui augmentent au fur et à mesure qu'on augmente la concentration. Donc il y a un autre phénomène aussi qui est mis en évidence dans ces graphiques. Alors le groupe 1, ça fait beaucoup de composés. Des numéros 2 à 19, en fait, on s'est rendu compte que ce sont des dérivés d'octocrylène, donc le filtre solaire, auquel se sont accrochés des acides gras. Ce qui fait qu'en fait, dans le corail, on détecte un produit de transformation du filtre solaire. Le filtre solaire, en fait, est rentré dans le corail et il a été transformé par l'organisme. Donc, un effet, un impact qui est non négligeable. Il se passe vraiment quelque chose quand le corail est en contact avec ce filtre. Et ces mêmes composés avaient déjà été détectés dans un ver marin qui vit dans des sédiments. Et donc, ça montre qu'il y a un risque d'accumulation dans les organismes en contact de ces produits, ces filtres solaires. Et puis le composé numéro 1, lui, il avait déjà été caractérisé également dans d'autres études, dans des échantillons d'urine humaine, chez des gens qui avaient accepté de prendre de l'octocrylène soit par voie orale, soit par voie topique, donc par application sur la peau. Et en fait, pareil, l'octocrylène passait à travers la peau, puis était transformé dans l'organisme humain et excrété par les voies urinaires. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose qui n'est pas anodin. Mais la question, c'est de savoir quels sont les effets, parce qu'après tous ces produits de transformation, ils peuvent être détectés dans le corail et puis être complètement sans effet pour l'organisme. Malheureusement, quand on regarde le groupe 2, celui de ces composés qui sont de plus en plus présents, plus la concentration augmente, on se rend compte qu'on a ici des molécules qui s'appellent les acylcarnitines. Et quand on cherche dans la littérature à quoi ça peut bien servir dans l'organisme une acylcarnitine, on se rend compte qu'en fait, c'est le signe d'un dysfonctionnement des mitochondries. Alors, si vous vous souvenez de vos cours de biologie, les mitochondries, c'est des petits organites qui sont présents dans les cellules et qui jouent un rôle fondamental dans la respiration des cellules. Et donc, quand leur concentration augmente, comme on voit là, en fait, ça montre qu'on a perturbé la respiration au niveau de la cellule elle-même. Donc, c'est quand même un impact qui va vraiment au cœur du fonctionnement de l'organisme. Donc cet octocrylène, mais il n'est pas du tout anodin quand le corail y est exposé. Et pas de chance, il y a eu un autre article, toujours par les collègues du laboratoire, qui a testé une autre espèce de corail, Stylophora pistillata, et ils ont retrouvé les mêmes résultats. Donc c'était pas juste un coup isolé, et puis là on vient de les retrouver encore sur un troisième corail. Donc malheureusement, ça confirme bien le processus. Deuxième filtre, toujours ce corail Pocillopora, cette fois-ci l'avobenzone, donc celui dont on parlait tout à l'heure, qui permet de protéger la peau par rapport aux UVA. Et bien en fait, sans rentrer trop dans les détails, maintenant que vous avez eu le processus, on trouve encore une fois des dérivés de l'avobenzone, donc encore une fois le produit traverse les membranes, s'installe dans le corail et est transformé par le corail.
Les quantités relatives de ces dérivés, c'est 95% en masse du total, donc c'est vraiment extrêmement important, et on va reparler après de ces produits de transformation. Et puis par ailleurs, cette fois-ci, pas d'acylcarnitine, mais une modification des molécules qui sont liées aux microalgues, donc des lipides et puis des composés liés aux propriétés chlorophylliennes. Et donc en fait, on suppose cette fois-ci que l'avobenzone va avoir un impact sur la capacité photosynthétique de l'holobionte corail, donc le corail et ses microalgues, puisque cette fois-ci, ce filtre impacte les microalgues. Donc, on disait tout à l'heure que la métabolomique, c'est une bonne technique pour étudier l'holobionte dans son ensemble. Puis je vous disais également que mélanger de l'octocrylène et de l'avobenzone dans une crème, c'est une bonne solution pour avoir une protection globale contre l'UVA et les UVB. Malheureusement, mélanger de l'octocrylène et de l'avobenzone dans une crème, c'est une bonne solution pour impacter à la fois l'animal et à la fois la zooxanthelle chez le corail. Donc trouver des alternatives à ces deux filtres-là pourrait être quelque chose d'intéressant. On parlait tout à l'heure de la biotransformation des filtres dans les organismes. La question, c'est de savoir est-ce qu'une fois qu'ils ont été transformés, ils s'accumulent dans l'organisme. Et donc ça, c'est une autre étude qui a été faite, toujours sur ce petit ver-là qui vit dans les sédiments marins, les Distées diversicolores. Les filtres ont cette fois été déposés dans les sédiments. Le ver vit sa vie dans les sédiments, on le récupère et on regarde le facteur d'accumulation dans le ver par rapport à son environnement. Remarquez ici l'échelle qui va jusqu'à 20. Et ce qu'on voit ici, cette fois-ci, alors l'octocrylène, il est très peu présent, donc finalement il a l'air plutôt inoffensif dans ce cas-là. Alors que c'est plutôt l'oxybenzone, donc le deuxième de ces trois O, qui s'accumule le plus fortement. Ça, c'est si on s'intéresse juste aux filtres. Mais si on s'intéresse, et tous les filtres sont détectés. Mais si on s'intéresse aux produits de transformation de l'octocrylène lié aux acides gras dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, là, l'échelle va jusqu'à 20. Attention. Là, on monte à 6000 si on prend en compte l'octocrylène et ses dérivés. C'est-à-dire que tous ces produits qui ont été transformés dans l'organisme, en fait, ils y restent et ils s'accumulent. Et donc, Maëva vous parlait au tout début de l'importance des produits de transformation dans l'étude de l'éco-exposome. Ces études, c'est vraiment ce qu'elles mettent en avant, c'est que considérer seulement le composé parent dans les études de métabolomique, d'écotoxicologie, de quantification et de caractérisation de cet éco-exposome, en fait, ça va conduire à sous-estimer l'accumulation et l'exposition des organismes. Et donc, il faut vraiment les prendre en compte. Donc ça, c'était une information très utile qui est sortie de toutes ces études. Pour caractériser cet exposome, il faut regarder encore plus large. Et donc, en conclusion sur cette partie, les filtres solaires, on voit qu'ils passent la barrière des membranes, qui sont transformés par les organismes. Alors, pas tous, ceux qui ont été étudiés là. Il faut poursuivre les études, et justement, des plus grosses molécules vont avoir moins de chances de passer la barrière et d'être transformées, donc seront sans doute plus inoffensifs. Ils s'accumulent, et ils affectent les différentes composantes des holobiontes. Il faut vraiment développer des approches intégrées. C'est le message aussi de travailler tous ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces questions d'éco-exposome. Dernière diapositive sur l'octocrylène. On a beaucoup parlé de la santé environnementale, mais la santé humaine a aussi été étudiée par les collègues sur la question de ce filtre. Et en fait, une des choses qui a été mise en avant, c'est qu'en fait, dans les tubes, l'octocrylène se dégrade et se transforme dans un composé qui s'appelle la benzophénone, qui n'est pas le filtre dont je vous parlais tout à l'heure, un autre composé, qui était beaucoup utilisé avant, surtout aux États-Unis, dans les packaging pour la conservation des produits alimentaires et cosmétiques, et qui a été retiré des packaging parce qu'on avait mis en avant ses propriétés cancérigènes, mutagènes et de perturbateurs endocriniens. C'était plutôt un bon pas. Sauf qu'en fait, cette étude elle a montré que l'octocrylène, elle formait de la benzophénone dans un tube en vieillissant tranquillement sur une étagère. Donc, ça a été repris beaucoup au niveau du grand public, notamment par Roche-Mézières, 60 millions de consommateurs, et ça a été une des études qui a vraiment alerté également sur les dangers de l'octocrylène, parce que là, on touche directement à la santé humaine. Donc, en gros, le message, là, c'est très clairement, si vous avez sur vos étagères des vieux tubes de crème solaire avec de l'octocrylène, que vous arrivez à lire l'étiquette, mais Maëva va vous expliquer un peu mieux tout à l'heure comment faire, jetez-les. Ça sera la meilleure chose à faire. Et donc, on passe aux étiquettes. Donc, on va regarder un peu ensemble qu'est-ce qu'il en est, parce que
maintenant on a passé un quart d'heure, 20 minutes à vous expliquer à quel point certains de ces filtres UV pourraient avoir un impact sur l'environnement, on vient de voir même sur la santé humaine. Donc on peut se poser légitimement la question, mais alors qu'est-ce qu'il en est de la réglementation? Est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on réduit ces filtres-là? Est-ce que nos gouvernements font quelque chose? Et moi, en tant que consommateur averti, comment je peux décrypter ces étiquettes pour essayer de mieux choisir mes crèmes solaires? Alors ici, je vous présente une carte du monde où sont indiqués les pays et États qui, aujourd'hui, ont mis en place des réglementations sur les filtres UV. Donc vous pouvez les compter, il y en a 7. Ça fait pas beaucoup. Quand on pense à la quantité dont je vous parlais au début de pollution chimique due à ces filtres UV, juste 7 États dans le monde qui mettent des restrictions, ça semble très peu. Donc on va juste passer à travers certains de ces États. Donc les premiers à avoir mis en place des restrictions, c'est quand même très récent, c'était en 2020. Ce sont les îles Palaos qui ont interdit toute utilisation, importation, production de produits de protection solaire qui contiennent toutes ces molécules-là, dont notamment, vous reconnaîtrez nos fameux 3 O, donc oxybenzone, octinoxate et octocrylène. Donc eux, ils ont été radicaux, il n'y a aucune protection solaire contenant ces molécules-là qui doivent être surorées. Ensuite, s'en est suivi Hawaï, dont Emile vous parlait des résultats des études qui ont été faites par nos collègues, notamment par le collègue Craig Downs. Ce sont notamment grâce à ces études que ces restrictions ont été mises en place, et en particulier dans l'état de Hawaï, où en 2021, ils ont commencé par interdire en fait l'oxybenzone et l'octinoxate. Donc on est encore sur nos 2 fameux O. Et en 2024, normalement, je n'ai pas vérifié, mais depuis le 1er janvier 2024, ils ont également interdit l'avobenzone et l'octocrylène sur leur île. Donc si demain vous allez à Hawaï, vous n'aurez pas le droit d'utiliser des crèmes solaires qui contiennent ces molécules-là. Ensuite, il y a eu la Thaïlande qui a suivi, qui a interdit les mêmes molécules. Et on a dans les autres 7 pays et États les îles Vierges, les îles de Key West en Floride, les îles Bonaire et certaines réserves éco-touristiques au Mexique. Donc là, on parle de restrictions, d'interdictions d'usage qui sont basées sur des effets qui ont été observés sur l'environnement. On n'est pas du tout sur des considérations de santé humaine ou quoi que ce soit. Là, on a vraiment des États qui ont pris acte de tous les résultats qui sont sortis, notamment des travaux de nos collègues de Craig Downs, etc., et qui ont décidé de faire un pas pour aller dans le sens de restreindre l'usage de ces substances-là. Donc on pourrait se demander, mais alors, qu'en est-il en Europe? Qu'est-ce qu'il en est en Europe? Est-ce qu'on a des réglementations? Est-ce qu'en France, on a des choses qui avancent de ce côté-là? Alors en Europe, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on vous parle, il n'y a pour l'instant aucune réglementation d'usage, aucune restriction sur l'utilisation, la production ou l'importation de ces filtres UV. Aujourd'hui, alors est-ce que c'est toujours 31 ou c'est 30? Je ne sais plus. Donc on pense, il faudrait qu'on revoie, mais normalement c'est entre 30 ou 31 filtres UV qui sont aujourd'hui autorisés dans la réglementation européenne. C'est-à-dire que les fabricants de produits de protection solaire ont à leur disposition 30 ou 31 substances, il faut qu'on vérifie, qu'ils peuvent utiliser pour leurs produits. Et donc la seule réglementation en quelque sorte qui existe, et qui n'est même pas encore entrée en vigueur, puisqu'elle entrera en vigueur en janvier 2025, c'est une diminution du pourcentage d'homosalates. Donc on n'est même pas sur les 3 O qui sont toxiques, là on parle d'un autre filtre UV. Donc c'est une diminution du pourcentage de cette molécule dans le produit fini. Donc là on n'est pas du tout sur une interdiction, on va pouvoir continuer à produire des crèmes solaires qui contiennent cette substance-là, il faut juste que le pourcentage soit un peu plus faible. Et cette réglementation-là, elle a été mise en place pas du tout sur des considérations d'impact environnemental, comme je vous ai montré pour les autres États, mais pour des considérations de santé humaine. Puisqu'apparemment, il semblerait qu'à certains pourcentages, cette molécule ne soit pas très bonne pour la santé humaine. Donc aujourd'hui, voilà l'état des choses en Europe en tout cas, c'est qu'on n'a pas encore de réglementation. Mais ça avance un peu, notamment en France, puisque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, l'ANSES, a en 2018 été chargée de faire une étude, un inventaire en fait, de toutes les substances chimiques que l'on pouvait retrouver dans les produits de consommation, et notamment les cosmétiques et les crèmes solaires, et de voir quels étaient ceux qui étaient particulièrement toxiques pour les écosystèmes marins, dont les récifs coralliens. Et à la suite de ça, à la suite de cet inventaire, ils ont également sorti un rapport l'année dernière sur les effets avérés de certains de ces filtres UV, notamment ces fameux 3O. Donc maintenant, on va dire que c'est officiel. L'ANSES l'a dit, certains de ces filtres UV ont un réel impact sur les récifs coralliens. Par contre, ça n'a toujours pas mené à certaines réglementations. On en est juste là. En tout cas, ça avance un petit peu, on va prendre ce qu'on nous donne, et on espère que peut-être ça va pouvoir conscientiser
à la fois la réglementation, les gouvernements, mais aussi les producteurs de produits de crème solaire. Alors, pour en venir aux étiquettes, là, on vous remet un peu les principaux filtres UV que l'on retrouve le plus fréquemment dans les crèmes solaires. Ici, en rouge, je vous ai remis nos fameux 3O, donc les fameux filtres qui sont les plus toxiques pour l'environnement et pour les récifs coralliens, et l'avobenzone, dont on vous a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc on pourrait se dire, ok, moi en tant que consommateur averti, j'aimerais faire un petit geste, c'est-à-dire que la prochaine fois que je vais aller à la pharmacie ou au supermarché, je vais acheter ma crème solaire, j'aimerais pouvoir acheter une crème qui ne contient pas ces substances, ou au moins le moins possible, parce que j'aimerais avoir le moins d'impact possible sur l'environnement marin. Sur le papier, il n'y a pas de problème, ça semble assez simple, on se dit, bah voilà, je vais retenir ces mots, c'est quand même pas très compliqué, je vais les noter sur un petit carnet, je vais aller à la pharmacie, puis on va voir. Sauf que malheureusement, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, parce que je vous présente à quoi ressemblent les étiquettes au dos d'une crème solaire. Très compliqué. Donc là, si on prend ce qui a marqué en haut, si vous voyez marqué butyle, méthoxydibenzoïl méthane, à moins que vous soyez chimiste, ça m'étonnerait que vous sachiez que ça soit de l'avobenzone. Et encore, comme je dis, même que vous êtes chimiste, ça va être très compliqué. Donc vous, en tant que consommateur, si demain vous voulez aller vérifier sur vos crèmes solaires si elles contiennent ou pas des substances qui ont un impact sur l'environnement marin, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Ça, c'est dû au fait que les fabricants de produits de protection solaire vont mettre les noms des molécules telles qu'elles ont été enregistrées, pas les noms communs que nous on connaît. Par contre, le seul point positif, c'est que le fameux octocrylène, celui dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui est très toxique pour l'environnement marin, c'est le seul que vous pourrez retrouver avec ce nom-là sur vos crèmes. Ça tombe bien parce que c'est celui aussi dont on vous a dit qui se dégradait avec le temps. Donc, la première des choses qu'on ferait à votre place, c'est de vérifier sur vos crèmes à la maison et quand vous allez en acheter, qu'il n'y ait au moins pas cette substance-là à l'intérieur. Vous protégerez à la fois les récifs coralliens, mais aussi votre santé. Alors maintenant, bon, ça fait à peu près une demi-heure qu'on vous parle des effets, des filtres UV, etc. Mais on pourrait se demander qu'est-ce qu'il en est. Alors, si on en trouve partout sur la planète, j'imagine bien qu'on va en trouver, nous, dans nos belles eaux de la Côte Vermeille. Donc justement, on va vous finir cette présentation pour vous montrer des travaux qu'on a fait au laboratoire qui nous concernent d'un peu plus près. Donc on va d'abord vous parler des travaux d'une étudiante au doctorat qui a travaillé chez nous, qui s'appelle Aude, et qui a travaillé sur les eaux de baignade au niveau de Collioure. Donc elle était sur les eaux de baignade vraiment au niveau de la plage et au niveau de la grande plage de Banyuls. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé ce qu'on appelle des échantillonneurs passifs. Donc c'est ces petits ronds que vous voyez ici. À l'intérieur des ronds, on va venir mettre des membranes, donc ça va agir un peu comme des sachets de thé. C'est un peu le même principe. Donc elle est venue mettre ces sachets de thé dans des cages qu'elle a immergées dans l'eau, en les accrochant sur des bouées. Et donc elle a immergé ces sachets de thé au niveau des eaux de baignade en pleine saison touristique, quand on a plein de monde qui vont se baigner avec beaucoup de crème solaire. Elle les a laissés comme ça environ 3 semaines, elle est venue les rechercher, et elle est allée mesurer spécifiquement, donc dans ces sachets de thé, en gros, quelles étaient la quantité et les types de filtres UV qui avaient pu être absorbés. Donc là, je vous présente les résultats qu'elle a obtenus. Donc en gros, ça, ce sont des concentrations maximales moyennes qu'elle a pu mesurer dans les eaux de baignade à Collioure et à Banyuls. Donc elle a vu pour ces 4 filtres-là, vous voyez qu'on retrouve encore notre fameux octocrylène, elle a mesuré entre 0,07 et 14 microgrammes par litre. Alors je ne sais pas si ça vous parle, les microgrammes par litre, ça pourrait sembler assez faible. Donc en général, pour essayer de mettre ça dans un contexte, quand on travaille sur des contaminations chimiques, on essaye de comparer des concentrations qu'on mesure à ce qu'on appelle des valeurs de référence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir dans la réglementation, dans les données scientifiques, des concentrations dont on sait que si on les dépasse, ça va avoir un effet sur l'environnement. Le problème, c'est que là, on parle de contaminants d'intérêt émergent. Si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit au début, ces contaminants-là, on n'a pas de réglementation, on n'a pas de données caractéristiques, donc on n'a pas de valeur de référence. Donc comment on fait dans ces cas-là pour savoir si ça peut poser un problème, ces niveaux de concentration-là? On s'y prend autrement, on va prédire, c'est-à-dire qu'on va faire tourner des algorithmes mathématiques qui vont se baser sur tout ce qui est fait dans la littérature scientifique sur les effets de ces substances-là et qui va prédire des concentrations à partir desquelles on devrait avoir un effet. Donc c'est ce qu'elle a fait et elle a calculé donc, ces concentrations qu'on dit sans effet prédit. Et donc là, il faut juste comparer ce qu'elle a mesuré dans l'eau avec ces concentrations. Si on est au-dessus des concentrations sans effet prédit, c'est que potentiellement on va avoir un risque pour l'environnement. Et là, vous pouvez voir que toutes les concentrations de ces filtres qu'elle a mesurées dans les eaux de baignade, elles sont largement au-dessus de ces concentrations prédites sans effet. Donc on a potentiellement un risque pour l'environnement. Et c'est exactement ce qu'elle a pu mesurer avec ce qu'on appelle un quotient de risque environnemental. Donc là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, si ce quotient est supérieur à 1, c'est qu'il y a un risque environnemental.
Donc là, on n'est pas seulement supérieur à 1, on est largement supérieur à 1. Donc ça veut dire que dans les eaux de baignade de Collioure et de Banyuls en pleine saison touristique, on a un énorme risque environnemental qui sont dus à ces deux substances-là, ces deux filtres UV. Donc ça, tout ça, c'est basé sur des données de prédiction, sur des modélisations. Mais est-ce que ces prédictions se traduisent d'un point de vue biologique? Est-ce qu'il y a vraiment un effet de ces substances-là sur les organismes? Donc, pour étudier ça, on a été regarder l'oursin belé. L'oursin belé, c'est quelque chose qu'on connaît bien ici en Méditerranée. Pour certains, on a bien le mangé. Donc, on a été regarder est-ce que ce risque environnemental de ces substances-là avait un effet biologique sur l'oursin. Donc, pour ça, on s'est concentré sur l'octocrylène, puisque c'est notre substance favorite. Et on a été regarder si cette octocrylène était capable d'affecter la reproduction des oursins. Donc, pour ça, on a regardé deux aspects. On a regardé si cette substance était capable d'affecter les spermatozoïdes. C'est-à-dire, quand on expose des spermatozoïdes d'oursins à l'octocrylène, est-ce qu'ils vont être capables de féconder les ovules? D'un autre côté, on a été voir si l'octocrylène pouvait produire des malformations au niveau des embryons d'oursins. Et là, je vous présente les résultats. Donc, je vais vous digérer ça avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc, sur la gauche, on a ici le succès de fécondation. C'est-à-dire que quand on est à 100%, ça veut dire qu'on a 100% des spermatozoïdes qui sont capables de féconder une ovule. Donc, tout se passe bien. Ici, vous avez en bas les concentrations croissantes d'octocrylène. C'est-à-dire qu'on a pris des spermatozoïdes et on a mis de plus en plus d'octocrylène. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dès 0,75 microgrammes par litre d'octocrylène, on commençait à avoir un effet sur les spermatozoïdes avec une diminution du taux de fécondation. Et ici, au niveau de l'embryotoxicité, donc des malformations que l'octocrylène peut provoquer sur les larves d'oursins, ici on a mesuré la taille des larves quand elles éclosent des embryons, en gros, et encore une fois, on a mis de plus en plus d'octocrylène en contact avec des embryons. Et on a vu ici qu'à partir de 1 microgramme par litre, on commençait déjà à avoir des effets sur les malformations qui sont produites chez les larves d'oursins. Donc là, ce que j'aimerais que vous regardiez ici, sur ces deux graphiques, c'est cette barre bleue. Pourquoi cette barre bleue est importante? Parce que cette barre bleue, si vous voyez ici, elle correspond à 3 microgrammes par litre. Pourquoi 3 microgrammes par litre, c'est important? Si on reprend les résultats de Aude, ce sont les concentrations qu'elle a mesurées dans l'environnement, ici, à Collioure et à Banyuls. C'est-à-dire que là, quand on se met sur ces résultats-là, nous, en laboratoire, on commence à avoir des effets sur la reproduction de l'oursin à des concentrations qui sont en dessous de ce qu'on peut mesurer dans l'environnement à Collioure et à Banyuls. Donc ici, on est face à une toxicité à des concentrations environnementales de l'octocrylène, et donc on peut vraiment se poser la question de l'impact potentiel de cette substance sur la population d'oursins. Donc là, on est vraiment passé d'un risque modélisé des concentrations qu'on a mesurées à un risque avéré d'un point de vue biologique. Alors là, on vous a parlé jusqu'à maintenant que de filtres UV, et là, on vous parlait spécifiquement de filtres UV qui ont été mesurés dans les eaux de baignade. Vous vous doutez bien que dans les eaux dans lesquelles on se baigne, malheureusement, il n'y a pas que des filtres UV, il y a toute une panoplie d'autres substances chimiques, notamment cet exposome chimique. Et donc, Emeline va finir cette présentation en vous montrant d'autres travaux de tout ce qu'on a pu trouver dans les eaux de baignade. Donc, attention maintenant, vous allez éviter de boire la tasse après cette présentation. Donc, au-delà des filtres solaires, là c'est le même protocole que celui qui a été utilisé par Aude, et c'est le travail qui a été réalisé par Théo Perrion, qui était en stage de Master 2 avec nous l'an dernier. Et donc, il a été regardé qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme éco-exposome chimique dans ces eaux de baignade de Collioure et Banyuls. Alors, les composés majoritaires qu'il a pu identifier sont des surfactants, des tensioactifs. Et on a regardé, c'est beaucoup des produits qui vont être présents, on va vous parler au début, dans ces polluants d'intérêt émergent, des produits qui sont utilisés dans les produits de soins corporels et dans les cosmétiques. Et ces tensioactifs, ça va être beaucoup des produits qui vont être utilisés dans les formulations cosmétiques, pour avoir une belle texture, pour avoir un produit qui tient bien dans le temps, qui est agréable à appliquer, etc. Ça va être aussi des produits qu'on peut retrouver comme tensioactifs dans des produits phytosanitaires. Donc là, on a aussi peut-être les activités aux alentours qui ont un impact. Un pesticide qui a été identifié, le DET, c'est un répulsif contre les moustiques. Donc on suppose dans ce cas-là que l'origine, c'est soit des personnes sur la plage qui sont mis de l'anti-moustique, soit chez elles, et puis après en se douchant, le produit est lessivé, part dans les eaux usées et se retrouve dans le milieu marin. Donc pour ces composés-là, on est encore en train d'affiner un peu les choses pour aller calculer justement
le quotient de risque environnemental. On a fait des travaux pour les doser aussi, et puis revenir à ces valeurs pour évaluer, parce qu'ils sont présents, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a un vrai risque suite à cette détection. Alors il a trouvé aussi des produits naturels, c'était plutôt bien, il n'y en avait que d'autres. Les phycopaintines, c'est des pigments qui sont associés à des algues, et puis un autre exemple, ce sont des lipides, des dérivés de lipides qu'on trouve dans les membranes de nombreux organismes, y compris nous, donc ça va, c'était plutôt pas trop inquiétant, et au contraire assez rassurant qu'on trouve quand même des produits naturels. Alors, on a trouvé des composés un peu plus exotiques, notamment la diphénylguanidine, qui est un additif des caoutchoucs et polymères. Et c'est un produit qui est de plus en plus étudié dans les études en écotoxicologie, en impact environnemental. Alors, une des sources possibles, comme vous voyez sur ce schéma, c'est en fait les composés de pneus de voitures, et puis ça se dépose sur les routes, et quand il y a des pluies, c'est lessivé, et on les retrouve dans les eaux des rivières ou de la mer. Bon, alors ici, le lessivage par la pluie ces derniers temps, ça ne fonctionne pas très bien. Néanmoins, ça pourrait venir d'autres objets en caoutchouc, en polymère, qui seraient en contact ou présents dans les eaux de baignade et qui donneraient cette contamination, la diphénylguanidine. Et puis, pour reboucler sur nos filtres solaires, il a aussi trouvé un dérivé d'octocrylène, encore un métabolite urinaire. Donc encore une fois, les baigneurs qui sont soigneusement mis en crème pour se protéger contre le soleil, plein de bonnes intentions. Et puis l'octocrylène est parti dans l'environnement marin, il a aussi traversé la barrière de la peau et il a été métabolisé quand les gens se sont soulagés quelque peu en se baignant, et on l'a retrouvé dans les eaux de baignade. Donc encore une fois, nos filtres solaires, on n'en est toujours pas sortis. Et donc, pour conclure cette présentation et pour aller au-delà des étiquettes, ce qu'on voulait mettre en avant ce soir dans ces résultats, c'est cette question de pollution invisible et de polluants d'intérêt émergent, parce qu'on n'y fait pas attention, c'était pas connu, ça n'est pas évident, mais c'est quelque chose auquel il est important de se sensibiliser, parce que notamment ils ont un impact sur les populations d'organismes marins, mais par effet rebond sur nous également, parce que un récif corallien, finalement, c'est l'équivalent marin d'une petite forêt tropicale. Quand on a un impact sur le corail, on n'impacte pas seulement un animal, on impacte un récif, et un récif, c'est un habitat pour de nombreuses autres espèces d'organismes marins, dont certains qui nous intéressent peut-être directement. Donc, protéger ce corail, c'est protéger tout un écosystème auquel on est lié, qu'on le veuille ou non. Et donc, sur ces filtres solaires, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire ne vous protégez pas du soleil, mais l'idée, ce serait plutôt, le message, c'est essayons, nous tous, d'avoir un usage le plus raisonné et le plus informé possible de ces filtres solaires. Peut-être déjà en changeant nos habitudes d'exposition, en favorisant le début de journée ou la fin de journée et pas les heures entre midi et 2, en portant des vêtements couvrants quand on le peut, puis en mettant de la crème quand il faut se protéger, mais un minimum et une quantité minimum. Et puis quand on doit en mettre, comme disait Maëva, essayez, tant bien que mal, de décrypter les étiquettes, faites-vous un mémo, écrivez-vous les noms sur les mains, je sais pas, moi je le fais aussi, pour aller chercher et éviter au maximum ces 3 O et l'avobenzone. Mais on se rend compte malheureusement, plus les études avancent, qu'il y en a d'autres qui ont aussi un impact, puis on espère que dans ces études qu'on continue à l'heure actuelle au laboratoire, on va quand même en trouver qui auront un impact négligeable et qu'on pourra vous recommander chaudement dans une prochaine conférence. Et puis malheureusement, en dehors des filtres solaires, il y a tous ces polluants d'intérêt émergent, ces polluants éternels auxquels il faut qu'on se sensibilise petit à petit pour essayer d'alléger nos pratiques et d'avoir le moindre impact possible sur cet environnement très précieux. On vous remercie pour votre attention. Merci. Des questions tout de suite? Bonjour, j'espère que j'ai bien suivi. Au départ, vous nous avez dit qu'il y avait 2 types de filtres, des filtres chimiques, organiques, et puis des filtres minéraux, si j'ose dire. Alors, étant donné que vous avez analysé les filtres organiques et qui sont source de problèmes, est-ce qu'il faut trouver des protections à partir d'autres filtres que ceux qui sont organiques?
Alors, c'est là que j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Les filtres minéraux ont jusque-là été extrêmement recommandés parce qu'ils sont labellisés bio aussi souvent, etc. Donc il y a vraiment une grande communication sur le fait qu'ils ont un moindre impact que les filtres organiques. Malheureusement, on se rend compte qu'ils ont quand même un impact. Donc là, on est en train de commencer à creuser un peu ces études-là aussi. Mais on s'est rendu compte sur des premiers essais qu'en fait, ils avaient un effet sur, encore une fois, les microalgues symbiotiques du corail. Donc même ces filtres minéraux ne seraient pas anodins. Et en particulier quand ils sont sous forme de nanoparticules. Ça, on peut le voir aussi sur l'étiquette. Donc si vous préférez un filtre minéral, il faut essayer d'en trouver des qui ne sont pas sous forme de nanoparticules. C'est déjà mieux. Mais malheureusement, les premiers résultats qu'on a eus ont montré qu'ils ne sont pas si anodins que ce qu'on pensait jusque-là. J'ai une deuxième question. Pour moi, les algues se protègent des UV dans la colonne d'eau et généralement ne sont pas en surface à cause des UV. Alors je suis un peu surprise que les UV soient un problème pour les microalgues. Là, en fait, on parle de microalgues qui sont symbiotiques, c'est-à-dire des algues qui vivent dans le tissu des coraux. Donc, ils ne sont pas forcément autant peut-être exposés que celles qui sont dans la colonne d'eau. Justement, ils sont moins exposés que les algues qui sont dans l'eau de surface. En fait, là, ce qu'on montre surtout, c'est que ce sont les filtres qui sont utilisés dans les crèmes solaires pour nous protéger des UV qui sont nocifs pour ces microalgues. Ce n'est pas les UV en eux-mêmes. Oui, non, mais les algues se protègent des UV en descendant dans la colonne d'eau. Donc, si on met des filtres, pour moi, a priori, ce serait plutôt un bonus plutôt qu'un malus. Le filtre UV, il ne va pas protéger l'algue des UV, il ne va pas avoir le même effet qu'il va avoir sur votre peau à vous. Ça serait bien, mais non. Non, le filtre UV, ça reste une substance chimique qui est extérieure à l'organisme, qui peut avoir des effets. Donc là, elle n'a pas du tout un but de protection de l'algue des UV, c'est pas du tout ça qui se passe. Ça va avoir un effet toxique qui n'a rien à voir avec la protection de l'algue des rayons UV. Et par contre, effectivement, il y a des mécanismes de protection des algues et du corail, notamment via les algues, pour lui se protéger des UV, et ça pourrait peut-être être une piste justement pour inspirer le développement de filtres, ce qu'on dit bio-inspirés ou inspirés de la nature, qui permettrait de contourner peut-être des problèmes qu'on rencontre avec ces filtres qui sont vraiment issus de la chimie de synthèse. Donc ça pourrait être une piste intéressante. D'autres questions ? Alors j'ai une mini-question qui est comment est-ce que vous arrivez à avoir un état initial, une condition, un témoin négatif, disons, qui serait de l'eau sans filtre UV, pour comparer à vos différentes concentrations de filtres. Et pourquoi avoir prioritairement choisi le corail comme modèle d'étude plutôt que... Enfin, j'imagine que c'est peut-être la complexité du modèle qui a guidé ce choix, mais est-ce qu'il y avait d'autres critères que la complexité du modèle biologique ? Alors, je fais la première partie sur les contrôles. Effectivement, dans le protocole expérimental, donc on utilise les béchères, donc des récipients en verre dans lesquels on met les boutures en contact dans une solution qui contient du filtre solaire. Et on a des contrôles donc, dans de l'eau de mer reconstituée, et puis également dans de l'eau de mer avec le solvant qui nous permet de diluer le filtre solaire, parce que c'est pas très soluble dans l'eau. Et il y a eu toute une étude l'an dernier justement pour vraiment s'assurer de l'innocuité de ce contrôle avec le solvant aussi sur le corail. Donc on a même un double contrôle négatif dans les tests pour pouvoir faire cette comparaison, cette analyse différentielle entre le corail non stressé et le corail stressé. Et on suit également l'aspect des boutures, notamment en observant l'effet de l'exposition sur les polypes. Donc est-ce qu'ils sont ouverts, c'est-à-dire que le corail est plutôt tranquille dans son bécher, là, pas stressé, bien détendu, ou est-ce que les polypes sont fermés et donc il y a vraiment un stress au niveau du phénotype qui est directement visible avant toute analyse ohmique quelconque sur la bouture.
Et pour ce qui est du corail, je pourrais te dire pourquoi pas, mais non, je vais aller un peu plus loin. Non, il y a plein de raisons. La première, déjà, comme on montrait au début, on a tendance à l'oublier, mais la France est quand même une grosse surface de récifs coralliens. Donc c'est vrai que ça nous touche un peu moins ici, ils sont plus en outre-mer, mais c'est un écosystème qu'on se doit de protéger. On a quand même un rôle là-dedans, donc c'est un modèle biologique qui est intéressant en tout cas en tant que scientifique français. L'autre aspect, c'est que ces récifs coralliens sont souvent dans des endroits très touristiques, donc menacés par des activités humaines, dont les contaminants. Donc les contaminants ils sont issus d'activités touristiques, les plus importants sont évidemment les filtres UV. Donc il y a vraiment un lien de cause à effet qui pouvait être fait. Et je pense qu'au labo, ils ont commencé à s'y intéresser. Moi, j'étais pas encore là, mais je pense que c'est venu des travaux, parce qu'en fait, un des premiers à étudier des effets sur le corail, c'est Craig Downs. Donc c'est un chercheur d'Hawaï qui a passé un peu de temps ici. Et lui, ça a été un des premiers en 2016 à montrer les effets sur les larves de corail. Donc je pense que là, il y a eu quelque chose qui s'est allumé chez pas mal de collègues qui se sont dit « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire sur ces coraux » et ça tombe d'autant mieux qu'on en a au laboratoire et qu'en plus, on fait partie d'un pays qui a beaucoup de récifs coralliens à protéger. Donc tout ça, ça a fait que ça reste un modèle super intéressant à étudier. Et d'un point de vue très fondamental, le fait que ça soit un holobionte avec tout cet écosystème qui vit avec, d'un point de vue scientifique fondamental, c'est encore plus intéressant d'aller regarder tous les aspects de l'holobionte et à quel point ils sont impactés. Par contre, quatrième barrière de corail au monde, on n'a quand même pas pris la décision comme le font les petits pays qui ont une petite barrière de corail. On est bien d'accord. Bonjour. Quand je reviens sur le blanchissement du corail que vous avez présenté tout à l'heure, lié à ces filtres, en l'occurrence, je revois souvent en mémoire des reportages sur notamment l'impact du réchauffement climatique sur le blanchiment du corail. Et je me pose la question de savoir s'il y a un effet exauceur ou démultiplicatif ou cumulatif, je ne sais pas quelle est la bonne formule, entre l'impact des filtres en termes de polluants chimiques et le réchauffement climatique. C'est effectivement une excellente question, c'est une question que nous on se pose en ce moment. J'avoue que de connaissance, je n'ai pas encore vu d'études qui font la combinaison des deux facteurs. La plupart des études qui ont été faites jusqu'à présent sur le blanchissement du corail se sont, comme vous dites, concentrées, on va dire, à 95% sur les effets du réchauffement climatique. C'est que depuis très récemment, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça qui pouvait provoquer le blanchissement, et nous on s'en rend compte puisqu'on voit que les filtres UV peuvent avoir un effet. Et donc notamment dans les travaux qu'on est en train de faire en ce moment, on a prévu de faire cet effet justement combinatoire et de exposer les coraux à la fois à des concentrations dont on sait qu'elles ont des effets de filtres UV, mais aussi une augmentation de la température. Donc peut-être qu'on viendra vous voir dans un an ou deux et on aura des résultats à vous montrer à ce moment-là. Si, bonjour. J'aimerais savoir, et je pense que je ne devrais pas être la seule, qu'est-ce que vous allez utiliser comme protection solaire cet été? Alors, les formules sont plus affichées, mais alors moi je tente le Tinosorb S, parce que dans les études actuelles, c'était un des filtres qui avait le moins d'impact à l'heure actuelle, mais j'ai une collègue là-haut qui est en train de travailler dessus pour approfondir ces réponses, donc peut-être que l'été prochain je changerai encore de filtre. Mais oui, effectivement, j'essaye de faire attention, d'en utiliser le moins possible. J'ai testé celui-là. Le chapeau et le vêtement. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est que ça serait pas mal d'y revenir un peu aussi, c'est d'avoir des protections qu'on avait à l'époque. Moi, quand j'étais petite, on n'allait pas à la plage entre 10h et 4h, on mettait des chapeaux, du parasol, etc. Donc ça, il faudrait peut-être revenir à ça un peu. Mais comme on disait, de ne pas non plus totalement se passer de crème solaire, parce que c'est quand même important. Mais je dirais, moi, peut-être le seul conseil, plutôt que vous conseiller un filtre, c'est plutôt de vous conseiller de choisir un filtre qui n'a pas d'octocrylène. C'est vraiment la meilleure des choses qu'on puisse faire. Après, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Ça, le temps dira. Mais en tout cas, si au moins vous pouvez vous passer l'octocrylène, c'est déjà pas mal. Vous distribuez des t-shirts à l'issue de cette conférence, en fait. Oui, c'est ça, vous avez oublié. D'autres questions? Non, bien, nous allons vous remercier beaucoup. Ah oui, il y en a pardon. Oui, on entend parler aussi de filtres solaires bio. Qu'en est-il? Justement, c'était
à l'heure en haut, ces filtres certifiés bio, ça va être les filtres minéraux, oxyde de zinc, dioxyde de titane. Et parce que je disais, malheureusement, les premiers résultats qu'on a eus là montrent qu'ils ne sont pas si inoffensifs que ça sur les microalgues qui vivent en symbiose avec le corail. Donc on va continuer à poursuivre cette étude-là, c'est vraiment en cours. Effectivement, ils ont beau être bio. Oui, mais enfin, de bio, c'est minéral, c'est pas bio. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça. Et comme je disais, tant qu'à les utiliser, dans ce cas-là, essayer de les trouver sous forme qui ne soient pas des nanoparticules. Là, on réduit encore l'impact. Merci. On a aussi montré au laboratoire que les nanoparticules avaient un effet, entre autres, sur l'oursin, sur l'embryogenèse de l'oursin. On pourrait se poser la question sur le phytoplancton, l'impact, parce qu'en fait, là, on a expliqué, vous étudiez un domaine bien précis concernant le corail, les algues qui habitent dans le corail, mais le phytoplancton, ça va être en pierre. L'impact sur le phytoplancton, c'est particulier. J'en ai un petit peu parlé au début, c'était passé un peu vite, mais il y a eu pas mal d'études sur le sujet. Et oui, au laboratoire, on a pas mal travaillé là-dessus aussi. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement quelles espèces, etc., mais certaines espèces d'algues, quand elles sont exposées à des filtres UV, on va voir un déficit de la croissance, c'est-à-dire qu'elles vont moins se multiplier, et ça va affecter aussi, ça peut affecter leur capacité de photosynthèse. Donc là aussi, il y a des effets, mais il y a des études sur des effets sur les poissons, sur tout un tas d'organismes marins. Donc nous, on se concentre sur le corail, mais effectivement, il y a d'autres, le phytoplancton y compris, il y a d'autres organismes qui malheureusement sont soumis à ces effets-là. Bon, bien, on mettra le t-shirt, on mettra le chapeau et on ira le matin et le soir.